Bonjour, comme promis, je reviens vers vous avec la présentation du livre sur les mystérieuses cités d'or. Alors, c'est pas n'importe quoi non plus, en plus c'est assez drôle. Les mystérieuses cités d'or a été publié par les éditions Soleil. Moi j'ai toujours trouvé ça assez amusant. Et ce livre est un projet de longue haleine de mes amis Gilles Broche et Rui Pasquale. Alors Rui a souvent collaboré, continue je crois de collaborer au magazine Animeland. Vous lui devez quand même pas mal de beaux portraits de voix qu'il a fait avec Olivier Fallet. Et Gilles Broche, il avait fait, je crois bien, un fanzine qui s'appelait Les Enfants du Soleil. Et je le connais depuis des années, on collabore régulièrement ensemble autour de l'événement Japan Tour Festival. Donc voilà, coucou Gilles, coucou Rui. Donc ce bouquin, c'est ni plus ni moins que la Bible sur tout ce qu'il y a à savoir sur la première série des Mystérieuses Cités d'Or. Je ne sais plus si ce livre est sorti avant ou après la diffusion de la seconde saison. On verra ça en cours. Qu'est-ce qu'il en est ici? Préface par Jean Chalopin, Mitsuru Kaneko, Bernard Derriès. Coucou Bernard. Jacqueline Joubert, Jacques Cardona, Jean Topard. Et de quand ça date? Moi j'ai eu une dédicace en 2013. Et ouais, le bouquin date de 2013, c'est écrit ici. Donc ça fait déjà logiquement 6 ans. Voilà, ça fait bizarre. Je ne sais plus quand la seconde saison est sortie. Je crois que c'était dans ces eaux-là, comme dirait Émile. À vous de me le dire, à vous de me le préciser, mais je crois qu'on n'en était pas loin de la sortie de cette suite qui était, comment dirais-je, une sorte de légende avant que ça ne sorte. Il était toujours question qu'il y ait une suite, comme beaucoup d'autres choses, et finalement ça a eu lieu sur TF1. Faut quand même bien l'admettre, sortir une suite 30 ans après la première série, c'était très couillu. Mais pour ce que j'en ai vu, sincèrement, ça ne vaut pas la première série. C'est pas une catastrophe, contrairement à ce que beaucoup disaient. Mais je ne me fais pas au nouveau style, je ne me fais pas la nouvelle technique d'animation employée. J'aime pas du tout le nouveau design du Grand Condor. Les musiques entêtantes de la première série me manquent, mais encore une fois c'est la nostalgie qui parle, parce que bon, pour parler un petit peu de moi, là au moins je risque pas trop de me tromper, les Cités d'Or, j'étais déjà un peu vieux, j'étais préadolescent, j'avais 13 ans quand c'est passé à la télé. J'ai raté d'ailleurs le premier épisode, pour dire à quel point dans ma famille, c'est ma mère qui était un petit peu, comment dirais-je, l'influenceuse de la famille au niveau des programmes. C'est elle qui m'a prévenu, alors que pour une fois je jouais dehors, qu'il y avait une nouvelle série, qu'il fallait que je monte rapidement pour voir ce premier épisode des Cités d'Or. J'en ai raté donc le tout début. Pendant des années, je n'ai jamais vu le premier épisode, et après j'ai suivi ça évidemment avec assiduité, mais c'est quand même assez amusant. À cette époque-là, il y a quand même pas mal de choses qu'on regardait en famille, mine de rien. Que ce soit avec ma petite sœur, avec mon frère évidemment, et c'est ma mère qui bien souvent nous indiquait ce qui était sympa à voir, ou ce qui l'intéressait de voir ensemble des années plus tard. Elle adorait voir Princesse Sarah avec ma sœur, elle adorait regarder Cobra avec nous sur Antenne 2, donc comme quoi. Finalement, des fois, il n'y a pas tant de rupture entre les générations dans une même famille. Quoi qu'il en soit, donc les Mystérieuses Cités d'Or, c'était quand même la série importante de cette époque-là. C'est aussi la série qui cristallisait vraiment la collaboration entre les Japonais et les Français. On peut parler d'Il était une fois l'homme, Il était une fois l'espace, mais du coup, avec la DIC et Jean Chalopin, on ne peut que parler aussi d'Ulysse 31, de l'Inspecteur Gadget, donc des Cités d'Or. Et c'est quand même une série très importante qui, étrangement,
c'est pas tant qu'elle n'a pas marché au Japon, mais elle est différente là-bas, c'est pas les mêmes musiques, c'est pas la même chose. Mais donc c'est un tout, encore une fois, quand quelque chose fonctionne, quels qu'en soient les défauts, c'est qu'il y a une belle alchimie entre l'histoire, l'image, les musiques, les voix, et dans un dessin animé c'est très très important puisque en fait tout est inventé, tout est reproduit pour nous emporter dans une histoire, et on peut pas compter sur une ambiance sonore, donc il faut la créer. On peut pas compter sur des décors, il faut les dessiner. On peut pas compter sur bien évidemment un jeu d'acteurs à part pour les voix. Et donc tout est important dans l'animation, et tout ça, ça joue énormément. Donc vraiment une série ni plus ni moins que mythique, si j'ose dire, et je vais me faire un plaisir de vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur immédiatement. Alors on l'a vu un petit peu tout à l'heure, très belles images quand même. En partie redessiné si je ne me trompe pas. Bon là je suis un peu étonné de voir que Zia vole dans les airs. À mon avis elle était plutôt prévue comme étant sur une démarche, à mon avis. Mais peut-être que je me trompe. Gilles, tu me le diras. Sinon là aussi très beau dessin ici. Et voilà, je me suis fait dédicacer ce bouquin. Et j'en avais fait dédicacer un aussi pour mon frère, hein, bien évidemment. Donc le sommaire, aux origines des cités d'or, la découverte des cités d'or, autour des cités d'or, tout autour des cités d'or. Gilles Broche et Rui Pasquale qui nous indiquent donc en quoi ce livre est important et cette série est importante, bien évidemment. L'aventure en images. Et aux origines des cités d'or, c'est Mitsuru Kaneko qui signe le 4 mars 2013 une lettre pour dire bon ben voilà ce qui s'est passé il y a 30 ans avec la NHK, et qui nous raconte tout. Un truc intéressant, c'est que là il y a quand même un glossaire qui indique quels sont les termes utilisés pour animer, artbook, band-titre, band-rythmo, MOOC, sampler, script, scénario, staff, storyboard, merchandising, mecha designer, etc. Alors le mythe des cités d'or, parce que mine de rien c'est basé effectivement sur, j'allais dire, une histoire vraie, c'est-à-dire que effectivement les conquistadors rêvaient d'une cité entièrement faite en or, qui était cachée par les Indiens qui eux par contre ne considéraient pas l'or comme quelque chose d'extrêmement précieux. Mais voilà, le fait est que il a toujours été question de trouver une cité d'or cachée dans la jungle, cachée dans ces nouveaux territoires que représentaient les Amériques. Et les civilisations précolombiennes quand même étaient effectivement non pas basées sur l'utilisation du métal. L'or en fait est un métal mou, il faut quand même le savoir. Et les civilisations précolombiennes étaient à l'âge de pierre, mine de rien. Et quand on voit tout ce qu'ils ont réussi à réaliser, on devrait peut-être un petit peu se remettre en question et se dire que même si l'âge de pierre ne vaut pas l'âge du fer forgé notamment, le fait est que c'est pas parce que vous n'avez pas du métal, que vous n'avez pas du fer, que vous n'avez pas du bronze, que vous êtes pour autant des sauvages, que vous êtes sans civilisation aucune. Donc ça permet quand même de prendre les choses un petit peu avec non seulement du recul, mais de voir les choses avec un petit peu plus de philosophie, j'allais dire. Le roman originel, donc c'est Scott Odell qui signe apparemment en 1966 un livre, The King's Fifth. Alors je sais pas trop comment on pourrait traduire ça. Et c'est un roman pour la jeunesse et qui du coup n'a rien, mais strictement rien à voir avec ce qu'on a eu dans la série, mis à part donc le mythe des cités d'or, la route de l'or donc en français. Voilà. Les racines japonaises donc avec quand même des séries qui empruntent un petit peu à ce type de récits et d'aventures.
Les aventures de Marco Polo, Conan le fils du futur, une série de 78 de Hayao Miyazaki. Mais bizarrement, donc là apparemment, Voyage de Niels Holgersson, qui date de 1980 déjà, ça fait bizarre, Belle et Sébastien. Avec la NHK, donc la naissance de la série avec Mitsuru Kaneko. Voilà les recherches graphiques, donc on voit que c'est quand même passé d'un truc très, j'allais dire très nippon des années 70 à quelque chose d'un petit peu plus contemporain, on va dire. Voilà la touche française avec nos amis Tourangeau. Ulysse 31, la première coproduction franco-japonaise. Ouais, première coproduction franco-japonaise, il me semble que c'était quand même Il était une fois l'homme, mais bon, donc avec la DIC, organisation définitive, donc travail très certainement la réalisation de la série au Japon, et pour le reste, certainement une participation française pour le scénario et les personnages. Donc le Grand Condor était quand même très différent au départ, hein. Très clairement. Et là, on a le design définitif. Production animée. Donc là, des documents de fou, hein. Franchement, les documentaires. J'ai toujours cru que c'était des choses qui avaient été faites à part par la NHK et qui avaient été récupérées par la NHK pour mettre dans l'animé, pour combler peut-être les épisodes et faire en sorte que des épisodes de 25 minutes passent à 20 minutes, je sais pas. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Et surtout, c'était raconté par Jean Topard, donc c'était juste excellent au niveau de la voix. Le bruitage des sons d'ici et ailleurs, c'est peut-être pour moi le gros défaut de la série. Pour moi, c'est la direction du son. Ça manque quand même de puissance sonore, j'allais dire. C'est pas toujours ça. Heureusement qu'il y a la musique, mais bon, là ils mettent la recherche du réalisme, des sons venus d'ailleurs, pourquoi pas. Mais c'est un des rares points faibles de la série. Mais encore une fois, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que c'est rattrapé par tellement d'autres qualités. Donc la magie de la musique, là, je suis tout à fait d'accord. Chucky Levy. Doublage, les dessins prennent de la voix. Donc Jackie Berger, Odile Schmidt, Isabelle Gans, Jacques Barclay, Piratet, mine de rien. Piratet qui était donc la voix notamment du Doc dans Retour vers le futur, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Francis Lax qui nous a quittés il y a quelques années également. Donc le secret des génériques, mine de rien à l'époque, donc les génériques c'était très important, c'était ce qui rapportait énormément d'argent avec les 45 tours, parfois même les 33 tours, et donc c'était quelque chose à ne pas rater. Et puis même de toute façon on l'a bien vu avec des génériques ratés, ça faisait quand même de l'argent, il n'y a qu'à voir le générique de AB Productions, paf, voilà, ça c'était le troll du moment. Donc les personnages principaux, donc avec cette fois-ci présentation effectivement des personnages de la série, avec Esteban, Zia, Tao, Pichu, Mendoza, ses deux compagnons là, Sancho et Pedro. Très belle illustration, extraite du calendrier NH4 83, je la connaissais pas celle-là. Voilà, les personnages secondaires, donc Gomez et Gaspard, qui sont franchement, effectivement très secondaires. On ne les voit pas dans toute la série, même si on les voit au début et à la fin. Pizarro et les conquistadors espagnols, c'est vraiment qu'au début. Marinche, le docteur. Marinche est un personnage qui a vraiment existé, qui a été considéré, qui est encore considéré comme une traîtresse à son peuple, chez les Mexicains, je crois. Minator et Calmec, donc ça c'est pour le coup des personnages qui font très aliens, hein, ils sont pas du tout humains. Et ça enlève justement de ce mythe comme quoi les civilisations précolombiennes ont été mises en place par non seulement le continent de Mu, mais très certainement aussi par des êtres venus d'ailleurs. On ne sait pas trop si c'est une autre espèce que
que l'être humain, mais bon, le fait est qu'ils sont pas tout à fait humains. Humanoïdes, oui, mais voilà. Donc, Rakocha, Maïna, Papa Camayo, le prophète voyageur, les Incas, les habitants du lac Titicaca, les Amazones, les Olmecs donc, les Mayas, tout y passe. Une superbe illustration, encore une fois, issue des calendriers de la NHK. Des documents vraiment exceptionnels. Les machines insolites, alors on commence effectivement dans la série avec le Solaris, qui pour le coup est déjà une machine quand même exceptionnelle qui marche à l'énergie solaire, qui est automatique et tout ça. Mais l'engin qui reviendra le plus dans la série et qui est encore plus exceptionnel parce qu'il vole, c'est le Grand Condor, voilà, qui lui aussi marche à l'énergie solaire. Les machines volantes des Olmecs, c'est là qu'on voit aussi qu'ils ont une sacrée technologie, mais ça ne les empêche pas d'être une race mourante. Et en plus, ça se sépare de partout et tout. Et les inventions de Tao, qui s'inspire en fait des écrits qu'il y a dans son grand livre de ses ancêtres, puisque ses ancêtres venaient du continent de Mu. Il en est le dernier représentant. Ça c'est intéressant d'ailleurs parce que pour le coup autant Esteban est effectivement typique des enfants européens, espagnols, blancs. Autant même si on apprend que ses origines ne sont pas européennes, on indique clairement que donc sur le continent de Mu, c'était pas des Européens, on va dire, hein, voilà. Donc ça, je trouve ça quand même très intéressant. Les décors et les bateaux qui ont quand même été bien étudiés du début à la fin. Les décors, c'était pas pondu comme ça, quoi, hein. Donc il y a des recherches. Il y a bien évidemment une mise en place des décors, de la façon dont c'est organisé, à quoi ça sert, des plans, quoi. Et le plan avec carrément le chemin pris à un moment par nos héros. Il y a un épisode où il y a une cité perdue où Mendoza indique que comme lui il sait le faire, c'est son métier après tout, hein. Il est navigateur, il dit bon voilà, si vous imaginez par là cette ligne là par rapport à tel endroit, le soleil, ceci, on peut dire qu'on est passé par ici, on est passé par là, là il y a tel truc, et donc il dit bon voilà, il y a un chemin là, il y a une logique. C'était ce qu'il y avait de bien dans cette série, c'est que c'était vraiment très cohérent et vraiment très très beau, quoi. En plus c'était une série, il fallait suivre chaque épisode, c'était de vrais feuilletons. C'est pas comme trop souvent maintenant des séries où qu'on regarde un épisode ou un autre, on s'en fout, on rate pas grand chose. Là si, il fallait vraiment suivre épisode par épisode. Et c'était très très important de ne pas en louper un. Et il était rare d'avoir des épisodes répétitifs avec les mêmes décors, etc. C'était vraiment quelque chose d'intéressant et d'important. Ce côté feuilletonnant qu'on a perdu et qui d'ailleurs ne fait pas partie du cahier des charges maintenant de ce qui doit être produit pour les séries télé. Ils veulent pouvoir passer des épisodes quand ils veulent. Ils veulent pouvoir faire des rediffusions. En veux-tu, en voilà. Et le fait est que c'est très exactement ce qui se passe maintenant avec les chaînes. C'est que vous avez de la rediffusion de partout. C'est toujours les mêmes épisodes qui passent, bien évidemment, puisque il est rare d'avoir de vraies nouveautés. Donc vous voyez, c'est richement illustré, vraiment très très richement illustré. Il y a même une couverture d'Animeland. Tout ce qui était sorti en vidéo, en coffret, les produits dérivés. Le disque, le 33 tours, je l'avais trouvé à 10 francs, en quoi, 90, un truc comme ça. Il y avait une partie des musiques, c'était super. Il y avait donc le CD avec les musiques refaites chez Logarithme, si je me rappelle bien. Là, voilà, là c'était plus complet. Les produits dérivés, alors là, il y avait une quantité incroyable de choses qui avaient été faites, mais en France, justement, dans les années 90-2000, je sais plus, il y a eu des figurines.
il y a eu, je pense que ça sera présenté, non ça ne l'est pas, oui c'est là derrière, ça se voit pas très bien, mais il y a eu donc le Grand Condor et donc le Solaris, et tout ça, ça avait été fait par mes amis d'Asian Alternative. Et pour cette figurine là, je ne sais plus du tout d'où elle sort, mais le fait est qu'il y a eu donc à un moment des produits assez sympathiques. Alors je sais que depuis il y a eu un Grand Condor que je trouve assez mal peint, qui est sorti chez HL Pro, qui au moins est articulé. Je sais pas s'ils ont sorti quoi que ce soit d'autre, mais bon, effectivement depuis il y a eu d'autres choses, pas énormément, mais il y en a eu. Planète Magique, ça c'est l'ami Archeo Toys qui en a parlé dans un de ses sujets sur sa chaîne, je vous mettrai le lien ici. Donc Planète Magique qui n'a pas duré bien longtemps et qui était en plein Paris, avec un parc d'attractions où il y avait un coin Cité d'Or, très clairement. Les héritiers du soleil, les sites, peut-être parle-t-il des fanzines, vers de nouvelles aventures. Donc là il parle de le fantasme d'une suite, du rêve à la réalité, donc la fin d'une longue attente. Donc effectivement il y a l'image de la nouvelle série, et il ne pouvait pas en dire plus puisque ça allait sortir. Sinon à l'époque il était question aussi de faire les Cités d'Or au cinéma, mais aucune nouvelle depuis 6 ans, plus de 6 ans même. Donc voilà, après c'est les portraits d'artistes. Bernard, l'équipe japonaise, Raim Saban, Juki Levy. Voilà la liste des épisodes, le guide des documentaires, le guide des musiques de fond, générique et chansons, les hommages. Donc là c'était des dessins de différentes personnes assez connues dans le milieu comme Aurore, Jérôme Alquier qui d'ailleurs là a signé pour une BD Albator tout à fait officielle. Donc bravo Jérôme. Philippe Cardona et Florence Torta, vous connaissez avec leur BD fort sympathique de Saint High School. Dave, là je vois pas trop. Jean-Luc Kitsin et Olivier Eban, Audrien Floch, Elise, Cara, coucou Philippe, Thomas Laboureau et Christian Leroll, Lucky, Ludo Lulabi et Cyril Trichet. On peut pas connaître tout le monde, mais j'en connais quand même quelques-uns. Voilà, donc bah écoutez, on a fait le tour de ce superbe livre. S'il est encore disponible, je ne saurais trop vous recommander de vous le procurer, surtout si vous connaissez comme moi et que vous avez un bon souvenir de cette super série franco-japonaise qui est Les Mystérieuses Cités d'Or. Donc c'était vendu un certain prix à l'époque. C'est étonnant de ne pas avoir de prix dessus. D'habitude c'est obligatoire, mais là je ne le vois pas. Quoi qu'il en soit, donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si je le trouve sur Amazon par exemple. Donc voilà, lecture fortement recommandée. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura donné envie d'en savoir plus, de lire ce livre, et n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, à partager avec nous tous votre expérience personnelle autour de cette super série. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis maintenant 3 ans, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau livre.